Bienvenue sur Stratpol, nous allons parler aujourd'hui de l'affaire Skripal. Pour rappel, Skripal est un ancien officier supérieur du renseignement militaire russe, donc le GRU, qui a été pris en flagrant délit d'espionnage au profit de puissances ennemies, c'est-à-dire au profit de l'Angleterre. Skripal a purgé une peine de prison en Russie et a été échangé contre l'équipe des clandestins qui avait été mis en place par la Russie il y a quelques années, et notamment la plus connue des espionnes qui s'appelle Anna Chapman. Donc en fait, ce traître, donc Skripal, avait été échangé contre une équipe de clandestins russes aux États-Unis. Donc en mars 2018, les Anglais ont prétendu que le GRU, donc le renseignement militaire russe, avait tenté d'assassiner Skripal sur son territoire et en réclamant des sanctions, la suspension de la participation à la Coupe du Monde de football, etc., etc., etc. Bien que Londres ait été incapable de fournir pendant plus de 5 mois l'ombre de la moitié d'une demi-preuve, ça n'a pas empêché les Américains et la plupart des pays européens de prendre des sanctions contre la Russie sous la forme d'expulsion de diplomates et de diverses représailles. Finalement, en septembre dernier, les Scotland Yard a publié le résultat de son enquête et nous avons pu apparaître donc les deux tueurs supposés de Skripal, donc qui auraient utilisé, rappelons-le, le Novichok. Donc le Novichok est un poison neurotoxique qui aurait été mis sur une poignée de porte et qui aurait failli causer la mort de Skripal et donc de sa fille, qui est une citoyenne russe qui était venue le voir. Aujourd'hui, les services anglais ont fait disparaître non seulement Skripal, donc qui a été échangé à l'époque, comme je vous l'ai dit, mais également sa fille. Donc, de fait, la fille de Skripal, qui est une citoyenne russe, qui avait d'ailleurs dit par médias interposés qu'elle allait rentrer en Russie, est en quelque sorte kidnappée par les services secrets britanniques. Et finalement, aucune preuve tangible n'a été présentée. On a eu uniquement droit à la photo de deux Russes qui auraient été filmés arrivant à London Heathrow et se rendant à Salisbury, là où a eu lieu l'assassinat. Et on a appris par la suite, d'après le Daily Mail, qu'ils auraient consommé des stupéfiants et fait venir une prostituée dans leur chambre d'hôtel. Ce qui est étonnant, c'est que alors que le quartier de la villa de Skripal a été rasé pour éviter la contamination, Scotland Yard n'a rien dit et n'a rien exigé de l'hôtel comme mesure de sécurité, si tant est que la tentative de meurtre a bien été commise par un agent neurotoxique qui en fait aurait dû tuer Skripal sur le coup. Il est évident que ce scénario ne tient pas debout. Si jamais les renseignements russes avaient voulu assassiner Skripal, déjà on se demande pourquoi, dans la mesure où Skripal avait été échangé, dans la mesure où il ne connaissait plus rien. Ils n'auraient sûrement pas envoyé deux tueurs avec leur passeport, avec un visa qu'ils ont obtenu au consulat britannique, en donnant leurs empreintes, et également par un vol direct Aeroflot venant de Moscou. N'importe quel autre scénario aurait été possible. Ensuite, si jamais les Russes avaient vraiment voulu tuer Skripal, ils l'auraient fait et à la limite personne ne l'aurait su, parce que les Russes n'auraient aucun intérêt à faire un meurtre bruyant, visible, 2 mois avant la Coupe du Monde, où on sait très bien qu'il y a de gros lobbies, notamment Bill Browder, notamment le gouvernement ukrainien, notamment toute une partie de l'État profond américain qui souhaite l'annulation du championnat du monde de football en Russie. Pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs, lorsque par exemple les soviétiques ont fait assassiner Stepan Bandera, cela a été fait avec un poison dans une cage d'escalier et l'on n'aurait jamais su que Bandera avait été assassiné, puisqu'il est mort d'un arrêt cardiaque, si le tueur justement n'avait pas fini par trahir et à passer à l'ouest. Donc, imaginez que les Russes se lancent dans une opération aussi lamentable. Et évidemment, ça n'a absolument pas de sens. En plus, on peut supposer que les Russes ont des clandestins, comme ils avaient Anna Chapman aux États-Unis. Ils ont des clandestins en Angleterre, dont à la limite c'est le boulot, ou qui peuvent sous-traiter aux mafias locales.
Mais finalement, dans cette histoire, ce qui est intéressant de voir, c'est le fonctionnement du système d'intoxication occidental. De la même manière que on l'a vu fonctionner au moment des frappes sur la Syrie, de la même manière on l'a vu fonctionner récemment sur l'accusation toujours infondée que 4 espions russes seraient venus pirater le réseau Wi-Fi de l'OSCE, eh bien finalement, on assiste toujours au même procédé. C'est d'abord une affirmation gratuite sans preuve et souvent assez rocambolesque d'une opération russe de déstabilisation, de hacking, de meurtre, ou alors l'utilisation d'armes chimiques par Assad en Syrie. Suite à ces déclarations rocambolesques systématiquement infondées, il y a les sanctions qui tombent, comme après le MH17, c'est-à-dire le but c'est la sanction. Donc cela explique aussi que les mensonges sont souvent très mal ficelés. Le but n'est pas d'obtenir un résultat sur le long terme, le but est de provoquer un choc qui va provoquer une réaction contrainte par l'opinion internationale, par la diplomatie du département d'État américain ou par Londres, sur les alliés occidentaux, qui visent à prendre des sanctions. Après cette première phase d'accusation non prouvée, la deuxième phase de sanction arrive la phase où finalement, pour alimenter toujours la tension et puis pour quand même donner un peu de contenu, pour justifier notamment des bombardements, des sanctions qui coûtent cher, par exemple en France, aux producteurs français, eh bien les preuves arrivent par Internet. Et donc c'est aussi un paradoxe de l'Occident, c'est que d'un côté, eh bien on nous explique que Internet est un danger parce que on ne contrôle pas ce qui s'y passe, mais en même temps, par exemple, on l'a vu pour la France justifie ses frappes en avril sur la Syrie. Finalement, les preuves ont constitué à présenter une analyse de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, ce système en fait n'est pas unique, il est systématique et il a été utilisé notamment par Bellingcat, donc ce site créé par le fameux Higgins. Je ne rentrerai pas en détail sur les origines de ce site et de cette personne. Finalement, il suffit d'aller sur le site de Olivier Berruyer, lescrises.fr, où il y a toute une suite d'articles qui démontrent qu'il n'est pas du tout un observateur indépendant, qu'il a travaillé pour la net, qu'il a travaillé pour le département d'État américain, et que finalement c'est un agent d'influence. Après cette troisième phase, il y a une quatrième phase qui est apparue, notamment sur l'enquête du MH17, c'est que les commissions d'enquête qui ont été créées, notamment dans le cadre du MH17, et qui sont composées par les principaux suspects, puisque au sein de cette commission, il y a la CIA et les services ukrainiens, le SBU, si vous voulez. C'est un peu comme si on décidait de faire une enquête sur les attentats de Paris en la confiant à Al-Baghdadi ou à Al-Qaïda. C'est à peu près la même chose. Donc ce qui fait que les principaux suspects, en l'occurrence sur l'affaire Skripal, ce sont les services britanniques, en l'occurrence sur la MH17, ce sont les Ukrainiens avec sans doute la bénédiction de la CIA. Ils utilisent des preuves qui n'en sont pas, c'est-à-dire des images truquées, comme ça a été démontré par les Russes. Depuis le XIVe siècle, tous les artistes connaissent très bien la loi de la perspective avec des lignes convergentes vers le point de fuite. On peut observer cette loi sur des images représentant des routes. Vous voyez les lignes de fuite qui se rejoignent sur le point de fuite à l'horizon et qui se situe donc sur l'horizon. Nous construisons de la même façon ces lignes sur ce document vidéo qui a été fourni par la Commission et nous voyons qu'il y a une divergence au niveau des points de fuite. Finalement, cela constitue la seule preuve qui existe. Toutes ces commissions d'enquête sont obligées en fait de s'alimenter sur Internet parce qu'il n'y a rien. Lors de ces différentes opérations, la Russie a toujours joué la carte de la légalité. On se souvient que la réponse de Vladimir Poutine sur l'affaire Skripal avait été « Nous avons des accords de coopération et d'investigation, que le parquet londonien nous envoie ces requêtes et nous allons voir ce qu'on peut faire. Pourquoi pas organiser l'interrogatoire des Russes soupçonnés à Moscou en présence des investigateurs russes. » Mais la Russie s'est toujours dit prête à coopérer. Sur la MH17, on l'a vu également, puisque peu de temps après la destruction par l'armée ukrainienne donc du Boeing MH17, les Russes ont présenté officiellement, c'est-à-dire que c'est une conférence de presse du ministère de la Défense, officiellement toutes les données de leur radar. Donc tout ce qui a été donné par la Russie a toujours été systématiquement fait de manière officielle, jamais par des sites internet, douanes, parce que la Russie assume toutes les informations qu'elle a données.
Et elle a rebondi d'ailleurs récemment, toujours de manière officielle, puisqu'il y a eu de nouveau une conférence de presse qui a été faite par le ministère de la Défense russe, où ils ont présenté les dernières preuves qui prouvent que les morceaux des missiles présentés par la commission d'enquête occidentale sur MH17 sont en fait des missiles avec des numéros de série appartenant à l'Ukraine. Alors que dire de ces réponses russes? Eh bien, elles ne servent à rien. Même si demain la Russie présentait l'équipage du Buk ou le pilote qui a abattu le MH17, même si elle arrivait avec toutes les preuves possibles et imaginables, les Occidentaux continueraient à nier l'évidence. Tous les services secrets occidentaux savent pertinemment que c'est l'armée ukrainienne qui a détruit le MH17. Il est vraisemblable que les forces armées ukrainiennes ont délibérément abattu le MH17 devant le refus, et là j'en reviens aux mémoires de Joe Biden, devant le refus de l'immense majorité des pays européens, la France y comprise, de mettre des sanctions contre la Russie. Donc finalement, même si chacune de ces affaires que j'ai citées, MH17, bombardement chimique de Bachar el-Assad, hacker russe, Skripal, même si les Russes peuvent arriver avec toutes les preuves qu'ils n'y sont pour rien, ou même montrer qui sont les coupables, eh bien cela ne changera rien parce que jamais ces informations ne seront reprises sur les médias occidentaux. Et que l'opinion publique ne fera jamais pression sur les gouvernements pour avoir la vérité. Donc finalement, ce que font les Russes avec leurs enquêtes sérieuses, leurs présentations assumées, eh bien, ils préparent l'écriture de l'histoire pour dans 10-15 ans, lorsque il y aura prescription sur ces différentes affaires. Ce qu'on peut attendre de l'enquête qui a été présentée par le ministère de la Défense russe sur le dossier MH17, c'est que les familles des victimes se saisissent. Parce qu'il est évident que la Russie n'y est pour rien, il est évident que c'est l'Ukraine qui a détruit, et de toute manière, tôt ou tard, ces familles devront être payées, dédommagées pour la perte de leur famille. Or pour l'instant, la seule chose dont on est sûr, c'est que le responsable est l'Ukraine, parce que c'était dans son espace aérien, parce que le pays était en guerre, et que cet espace aérien n'a pas été fermé. Donc, soit l'Ukraine va pouvoir présenter des preuves irréfutables, c'est-à-dire le contraire de celles qu'elles ont présentées jusque-là, soit elle va être obligée de passer à la caisse et il y en aura pour des centaines de millions de dollars qui seront de toute manière a priori payés par les contribuables européens puisque l'Ukraine ne pourra jamais rembourser l'argent qui lui a été prêté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, inscrivez-vous à notre canal et aidez-nous. Les coordonnées de notre compte PayPal sont en bas de cette vidéo.